Ben, bonjour tout le monde. Comme j'ai dit, ça me fait plaisir, très plaisir d'être avec vous ce matin. J'ai vu dans la liste des participants que je connais déjà un certain nombre d'entre vous personnellement, donc ça fait plaisir d'être encore une fois avec vous. La présentation aujourd'hui, c'est un peu une nouvelle mouture là, de différentes choses que j'ai déjà présentées, là, soit en présentiel ou sous forme de webinaire, pour peut-être un peu réarranger là, les connaissances. Donc, peut-être que vous apprendrez des nouvelles choses, les producteurs, les conseillers, mais peut-être que ça va être surtout de l'information qui va vous permettre de comprendre mieux pourquoi, quand vous utilisez telle ou telle pratique qu'on qualifie soit de bonne pratique, de meilleure pratique, de pratique régénératrice, de savoir un peu pourquoi ça fonctionne. Donc, parce qu'évidemment, à mon avis, mieux comprendre, c'est mieux maîtriser. Donc, aujourd'hui, la santé des sols, mise à jour des connaissances. On va commencer justement par expliquer un peu ce que, de faire en termes assez simples, à mon avis, ce qu'est la santé des sols. Et ça, c'est le graphique qui vient d'apparaître, la façon dont moi je conçois, un peu où j'aborde la santé des sols, à savoir que c'est ce concept-là, dans le fond, supporté par trois piliers qui sont interreliés, à savoir le pilier de la matière organique, le pilier de l'activité biologique du sol et le pilier de la structure du sol. Ce que vous voyez, c'est que ces piliers-là se superposent, on va dire, et puis c'est dans les zones de superposition des piliers qu'on voit un peu des fonctions qu'on attend des sols, des fonctions écologiques importantes comme la formation de matière organique stable, le sol comme habitat pour les racines, on va en parler pas mal pour la suite, circulation de l'eau et de l'air. Et finalement, vous voyez que dans la partie centrale où les trois piliers se superposent, ben, on a les concepts justement de santé, fertilité, résilience des systèmes. Donc, ça amène à la conclusion que on doit avoir une approche intégrée d'amélioration ou de maintien des trois piliers de façon équilibrée pour obtenir vraiment des sols en santé, augmenter leur fertilité, puis améliorer la résilience finalement de nos systèmes de production face au changement climatique. Et c'est important, dans le fond, en corollaire, de comprendre que de négliger un des piliers, même si on fait beaucoup d'efforts pour prendre soin ou améliorer les deux autres piliers, ben, ça va significativement réduire les bénéfices qu'on pourrait attendre de nos bonnes pratiques. Puis, la santé du sol, ben, c'est un processus dynamique comme tel. Donc, c'est un processus qu'on doit maintenir par des actions. Puis, les principales actions pour le maintien de la santé des sols, ben, c'est d'avoir des apports de matière organique fraîche, nouvelle, de façon régulière. C'est un peu de dire que les entrées de matière organique dans le sol sont un peu le carburant de la santé des sols et que ça prend des apports réguliers pour pouvoir maintenir cette santé des sols-là. Donc, les apports de matière organique, dans le fond, ça va constituer en bonne partie la nourriture de tout ce qui vit dans le sol. Donc, ça va venir supporter l'activité biologique comme telle. Et on va le voir plus en détail pour la suite que une bonne activité biologique va avoir une incidence majeure sur la structuration des sols comme telle et que une bonne structuration en retour va permettre deux choses. D'abord, une bonne circulation de l'air et de l'eau dans le sol, mais en même temps une forme de protection importante, de protection de la matière organique qui est déjà dans le sol. Donc, une forme de protection qui va permettre de pérenniser la matière organique stabilisée dans le sol. Puis, donc, quand on fait des apports de matière organique, ben, tous les résidus, tous les types de résidus organiques qu'on peut appliquer au sol agricole peuvent supporter, aider à la santé des sols. Mais ce qu'on sait maintenant depuis quelques années, c'est que le taux de formation de matière organique ou on pourrait dire l'efficacité des apports de matière organique pour la santé des sols, ça varie selon le type de résidu. Puis ça varie, on pourrait dire, de façon un peu à 180 degrés de ce qu'on pouvait apprendre traditionnellement sur la matière organique des sols. Vous allez voir pourquoi. Donc,
est divisé, dans le fond, en trois grands groupes, les formes de matière organique, les principales formes de matière organique qui se retrouvent dans les sols agricoles, à savoir, bon, les résidus de récolte. Donc, j'entends par là tous les résidus qui proviennent, dans le fond, de plantes matures qu'on a récoltées. Donc, on passe, par exemple, aux pailles de céréales, aux tiges de maïs, etc. Ce qu'on sait maintenant, c'est que en moyenne, le pourcentage, si vous voulez, de la biomasse qu'on va laisser au sol, qui va devenir effectivement de la matière organique dans les sols, ça varie entre 6 et 14. Donc, ça varie surtout selon le type de sol, le climat, etc. Si on considère deuxième classe de produits, les produits comme les engrais de ferme, donc les fumiers, les lisiers et les parties aériennes des cultures de couverture, on voit que ça vient de monter à 12 à 23 au lieu de 6 à 14. Ce qui veut dire que pour la même quantité, la même masse de matière que les résidus de récolte, l'équivalent en fumier aux cultures de couverture, la partie aérienne, ça va être 12 à 23 de cette biomasse-là qui va contribuer à former de la matière organique stable dans le sol. Et le troisième groupe pour lequel on avait beaucoup moins d'informations, mais on a maintenant l'information quand même très intéressante qui est apparue dans les 10 à 15 dernières années, comme telle les racines. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que la partie racinaire, finalement, des plantes qui poussent dans le sol, a vraiment un taux d'efficacité de formation de la matière organique qui est supérieur à toutes les autres formes comme telles, là, les autres groupes de matière organique, près de 50 donc 45 en moyenne, selon la littérature scientifique. Ce qui fait que les racines, on peut dire, sont le summum en termes de type de matière organique pour former la matière organique dans les sols et donc pour alimenter le processus de santé des sols. Puis, dans le fond, ça revient à dire que la théorie de l'humification qu'on a traditionnellement apprise dans les cours d'agronomie, etc., disait que les résidus ligneux, dans le fond, comme justement les résidus de récolte comme tels, donc les résidus ligneux difficiles à décomposer, vont former des acides humiques ou de l'humus dans le sol qui est une forme stabilisée de matière organique. Donc, on voit ici l'image, on a les résidus de culture qui, évidemment, vont être utilisés par les organismes qui vivent dans le sol et donc comme source de nourriture. Et la théorie de l'humification dit que finalement, les portions peu digestibles, comme la lignine, qui est très difficile à décomposer dans le sol, vont être laissées un peu comme on laisse les os après avoir mangé du poulet ou un bon T-bone. Et c'est cette portion-là peu digestible qui formerait des complexes avec les argiles, ce qu'on appelait les complexes argilo-humiques, et formerait dans le fond une forme de récalcitrance de type chimique. Donc, la lignine qui persiste dans le sol parce qu'elle est difficilement décomposable. Mais maintenant, on a plusieurs résultats là, dans la littérature qui permettent de dire qu'en fait, cette théorie-là, c'est désuet. Et justement, il y a une toute nouvelle théorie qui est apparue dans les 15-20 dernières années qui se précise et qui semble vraiment là, prendre de plus en plus de place, qui dit que, contrairement à la théorie sur l'humification, c'est plutôt les résidus qui sont facilement décomposables qui seraient alors convertis en produits microbiens et qui, eux, vont former la matière organique stable sous forme de complexe avec les minéraux fins. Donc, on parle des limons et surtout les argiles. On va voir un peu plus en détail, un peu plus loin. Donc, finalement, ça vient un peu corroborer ce que je vous ai présenté juste avant au niveau de l'efficacité des différents groupes de matière organique, l'efficacité relative là, à former de la matière organique. Et ce qu'on comprend maintenant, c'est que les engrais de ferme, les engrais verts et les racines des végétaux qui sont très facilement décomposables sont en fait utilisés comme excellente source de matière organique ou de nourriture par les organismes du sol qui vont, dans le fond, transformer cette matière originale-là en produits microbiens. Et quand les micro-organismes vont graduellement mourir, être remplacés par des nouvelles générations, vont laisser des produits comme des sucres aminés, des protéines comme tels, qui vont réagir avec les minéraux fins
du sol pour former ce qu'on appelle des complexes organominéraux qui vont résister à la décomposition, mais cette fois-ci, c'est via ce qu'on comprend maintenant, c'est via plus une protection des minéraux comme tels qui viennent un peu former, on pourrait dire, un bouclier autour des protéines, des sucres aminés, etc. Et donc, c'est une récalcitrance de type physique et non biochimique qui serait la clé là, de stabilisation de la matière organique dans les sols. Donc, en gros, c'est sûr que les résidus par exemple, de récolte, les résidus de plantes matures vont éventuellement former un peu de matière organique stable. Mais ce qu'on comprend maintenant, c'est que les résidus plus biodégradables, donc plus faciles à convertir pour les micro-organismes en produits microbiens, vont former davantage, en proportion, davantage de matière organique stable et que au cours de cette formation-là, de cette transformation-là, on a un enrichissement progressif en composés microbiens des formes originales de départ vers les formes stabilisées de matière organique et donc une proportion de plus en plus faible des composés végétaux d'origine. Maintenant, on va passer à un autre item comme tel de santé des sols, plus particulièrement le pilier structure du sol. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Puis je commence par structure du sol plutôt que par les deux autres piliers de façon spécifique, parce que souvent c'est celui qui est un peu négligé ou pour lequel on a moins d'informations, savoir qu'est-ce qu'il faut surveiller, qu'est-ce qu'on doit faire pour assurer une bonne structuration du sol. Et ça, bien évidemment, de ce côté-là, pour la structure du sol, quand on a des doutes, il n'y a pas d'autre façon que de commencer par aller visualiser la situation comme telle. Donc, il faut creuser et aller voir. Ce qu'on recherche, dans le fond, c'est une bonne structure, un peu comme ce que vous voyez sur l'image ici. Un sol qui est bien structuré en surface va être très meuble comme tel. Donc, c'est un sol qui va être où on n'a pas de difficulté à enfoncer la pelle. Et quand on prend les modes de sol, elles ont tendance à se désagréger un peu d'elles-mêmes très facilement. Donc, on voit là des petits agglomérats de sol, mais beaucoup d'espace entre ces agrégats-là, beaucoup de fines racines entre les agrégats, etc. Et ce qu'on espère ne pas trouver, ben, c'est des problèmes de structure extrêmement dense et avec très, très peu, donc très difficile à briser comme tel. Donc, on va commencer. Il y a deux points plus spécifiquement qu'on surveille au niveau de la structure des sols et ces deux points-là vise, dans le fond, une chose, favoriser un équilibre entre l'infiltration, mais aussi l'égouttement efficace de l'eau pour avoir un équilibre finalement entre une bonne réserve d'eau, mais également une bonne aération du sol. Donc, c'est vraiment important. Et le premier de ces deux points-là, ben, c'est pour, dans le fond, la partie superficielle du sol, on va dire les premiers 15 à 20 centimètres de sol. Ce qu'on recherche, c'est surtout une bonne macro-agrégation de surface. Donc, on cherche à avoir les agrégats de dimension ou de diamètre la plus élevée possible, mais également des agrégats qui vont pouvoir résister à de l'action érosive de l'eau, surtout au Québec, mais c'est bon aussi pour l'érosion éolienne dans les régions où c'est ce phénomène-là qui est plus à risque. Les principaux artisans de cette macro-agrégation-là sont les champignons et les fines racines des plantes. Et dans le fond, vous avez des photographies ici qui vous montrent justement, pour la photo de gauche, vous avez une racine de plante morte, donc en voie de décomposition, et les filaments blanchâtres que vous voyez, ce sont les ifs des champignons qui sont en train justement de se nourrir de cette racine-là. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que euh, emprisonnés, on va dire, dans le réseau d'ifs des champignons ont l'air d'être suspendus là, des agrégats de sol. Donc, c'est un peu la façon, une action mécanique, si vous voulez, dont les champignons peuvent avoir une action de stabilisation des agrégats. Puis, on voit qu'à une échelle encore plus grande, ben, les fines racines des plantes vont aussi avoir cette action-là. C'est pour ça que quand on déterre les racines de plantes, et on a beau
agiter le plus vigoureusement qu'on veut, il va toujours rester des agrégats de sol prisonniers là, dans le réseau de fines racines. De façon schématique, voici ce qui se passe. Donc, on a ici sur le schéma, vous avez en rouge des particules minérales et des micro-agrégats de sol qui finalement entourent une petite colonie de micro-organismes de sol. Euh, et on vient de faire un apport de matière organique fraîche. Vous vous rappelez que les apports de matière organique sont un peu la clé de fonctionnement de la santé des sols. Donc, on apporte de la matière organique fraîche, de la nourriture pour les micro-organismes qui vont s'activer, dans le fond, vont se mettre à décomposer la matière organique et, ce faisant, vont libérer beaucoup de produits assez riches en protéines, en glucides, en sucre. Une des fonctions principales de ce mucus-là, c'est de protéger la colonie contre la dessiccation. Bon. Mais tout ce qui est riche en protéines et en sucre est collant. Et donc, ça va venir, dans le fond, ce mucus-là, en même temps, ça va venir un peu cimenter tous les microagrégats et les particules de sol qui entourent le, la colonie pour former, dans le fond, ce qu'on va appeler un macroagrégat. Donc, ce qu'on appelle macroagrégat, là, ce sont des agrégats de dimension de plus d'un quart de millimètre. Donc, voyons, on dit macro, mais c'est quand même à peine visible, là, la limite des macro-agrégats, là, visible à l'œil nu. Mais vous voyez sur la photo, là, encerclé en rouge, justement, l'équivalent d'un macroagrégat qui, lui, a plusieurs millimètres de diamètre. Et dans le fond, les champignons et les fines racines, par leur croissance, vont souvent avoir une action stabilisatrice de ces agrégats-là, donc vont leur permettre d'être plus résistants à l'action de l'eau, à l'action du vent comme tel, parce qu'ils vont emprisonner ces structures-là dans leur réseau d'ifs ou de racines, si ce sont des plantes. D'autres photographies ici de phénomènes d'agrégation de sol avec des résidus en décomposition. Donc, la photo de gauche montre des pailles de céréales qui ont été enfouies, donc des pailles de céréales à la récolte qui ont été enfouies dans le sol et qui ont été retirées quelques mois après. Donc, on voit qu'elles ont commencé, dans le fond, à pourrir, mais on a eu beau les agiter en les sortant du sol, il restait du sol qui était fermement adhéré. Puis on voit que c'était un peu sous forme d'agrégat de sol. Puis en prenant des photographies en microscopie électronique de ces pailles-là, ce qu'on voit, c'est que, dans le fond, oui, le sol est collé à la surface des pailles, mais on voit surtout les filaments d'ifs fongiques, dans le fond, qui viennent un peu emprisonner le sol à la surface des pailles. Donc, c'est pas forcément collé à la paille, mais c'est maintenu à la surface des pailles via un réseau d'ifs fongiques. Un autre exemple, finalement, c'est la première étude que j'avais faite dans le cadre de mon doctorat, qui était de voir un peu le lien entre différents systèmes racinaires de différentes cultures agricoles et les populations de champignons par rapport à la taille moyenne des agrégats comme tels. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y avait quand même une relation assez intéressante entre la biomasse fongique comme telle et le diamètre moyen des agrégats. Donc, plus il y avait de champignons dans les sols, plus le diamètre moyen des agrégats était élevé. Comme je l'ai dit, la macroagrégation, on cherche toujours à augmenter le plus possible le diamètre moyen des agrégats. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont les systèmes racinaires des plantes fourragères pérennes que j'avais dans le groupe de culture qui amenaient, dans le fond, le plus de champignons dans le sol et le diamètre moyen des agrégats le plus élevé, alors que pour les cultures annuelles comme le blé, la févrole, etc., il y avait quand même une amélioration, mais moindre. Donc, des biomasses fongiques plus faibles comme telles. Et les champignons, donc, dans le fond, ce sont des alliés, mais c'est à nous d'en prendre soin. Souvent, on ne sait pas trop quelles sont les conséquences de nos pratiques sur les populations de champignons dans le sol. En général, que ce soit des champignons décomposeurs ou les mycorhizes. On voit une photo au bas, ici, là, où on voit des racines de maïs et tout le chevelu, si vous voulez, là,
Les filaments blancs sont les mycorhizes, donc c'est une racine de maïs bien mycorhizée ici. Et donc, en général, peu importe le type de champignon, ils sont impliqués dans la stabilisation des agrégats, euh, produisent beaucoup de corps microbiens qui sont propices à la formation de matière organique stable et de plus riches en azote. Ils vont augmenter le cyclage et l'acquisition des nutriments. Puis évidemment, les mycorhizes en particulier sont connus pour améliorer l'approvisionnement des cultures en eau. Par contre, les champignons n'aiment pas le travail des sols parce que dans le fond, à chaque fois qu'on brasse le sol, on brise le réseau diff. Et donc, ils doivent se reconstruire avant de pouvoir à nouveau assurer les fonctions qu'on attend des ifs comme tels. Donc, ça détruit les ifs, donc ça va réduire. Ce qu'on cherche, dans le fond, c'est pas forcément le no-till ou le semi-direct, là, mur à mur, mais il faut voir dans tous les cas de figure, est-ce qu'on peut réduire l'intensité, soit l'énergie, donc le type d'outil utilisé, la fréquence à laquelle on travaille le sol et surtout aussi la profondeur. Est-ce qu'on peut travailler de façon moins intensive, moins fréquente et plus superficielle le travail du sol? Tout ça est susceptible d'aider, dans le fond, les champignons. Et les champignons, par contre, adorent les racines. Puis, on sait que les populations de bactéries et de champignons au niveau de la rhizosphère, ce qu'on entend par rhizosphère, on parle, disons, du premier 1 ou 2 millimètres autour d'une racine, pas plus que ça. Les populations microbiennes dans cette petite euh, quantité de sol-là sont 10 à 20 fois plus élevées que dans le reste du sol où il n'y a pas de racines. Parce que les racines sont un peu comme un robinet ouvert, puis exudent, libèrent de grandes quantités de molécules simples, des acides organiques, des sucres, des protéines, etc., qui sont une source de nourriture très appréciée par les micro-organismes du sol. Petite parenthèse avant de passer au prochain point, c'est à propos des sols sableux. Donc, disons les sols qui contiendraient moins de 15% d'argile. Il y a un défi particulier parce que, comme je l'ai dit au tout début, les argiles sont particulièrement importantes dans le phénomène de macro-agrégation, de formation des agrégats. Mais dans les sols sableux, très sableux, il manque d'argile. Donc, si on n'a pas assez d'argile, on va avoir une moins bonne protection physique de la matière organique dans le sol. Les limons peuvent aider, mais c'est quand même pas aussi efficace que les argiles. Donc, la matière organique dans ces sols-là est plus facile à décomposer et donc plus difficile à accumuler comme telle. Et la réserve d'azote est moindre aussi et plus vulnérable à être perdue dans les sols parce que la réserve d'azote est essentiellement organique, donc provient essentiellement de la matière organique du sol. Ça se complique avec les changements climatiques parce que là, s'il fait plus chaud, la matière organique va avoir tendance à se décomposer plus vite. Donc, ça devient encore plus difficile de l'accumuler ou de la maintenir dans les sols sableux. Et la morale au bout de ça, c'est qu'il faut évidemment, dans ces sols-là, prendre plusieurs mesures, multiplier les bonnes pratiques pour réussir à protéger, augmenter la matière organique là, sur le long terme dans les sols sableux. Maintenant, il y a un deuxième item. Là, on en vient de parler abondamment de macro-agrégation en surface, mais plus profondément dans le sol, il y a un autre aspect qui est important à regarder, c'est la présence de macropores et de façon plus générale, ce qu'on va appeler les biopores, qui, eux, vont venir favoriser la circulation de l'air et la croissance racinaire en profondeur. Et les principaux artisans, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont encore une fois les racines et aussi les vers de terre, mais ça peut aussi être certains insectes fouisseurs là, qui creusent des tunnels dans le sol. Donc, vous avez des images ici qui montrent un peu justement à une vingtaine de centimètres de profond, un grand cylindre de sol là, où on voit plusieurs biopores de différentes dimensions, les plus gros étant des tunnels de lombric, puis les plus petits étant surtout des espaces qui ont été formés par des racines qui sont mortes et donc ont laissé sur place le biopore par la suite. Donc, vous voyez ici une photo. Il y en a beaucoup qui se demandent, ah oui, mais
est-ce que les racines peuvent descendre dans les tunnels de vers de terre? Ben oui. Ils peuvent partager l'espace sans problème. J'ai fait des études depuis quelques années avec ma collègue Marie-Noëlle Tivierge. On utilise des systèmes de caméras souterraines dans des tunnels finalement de plastique transparent qui nous permettent de retourner pendant plusieurs années au même endroit exactement au cours du temps. Et puis, ben, dans un essai qui est en cours en ce moment, ben, on a regardé un peu la façon dont les biopores étaient formés en profondeur dans un sol qui avait été mis en prairie en 2016. Et puis, de 2016 à 2020, ben, on a maintenu cette prairie-là. C'est une prairie mixte, là, luzerne-graminée. Puis, à la fin de l'été 2020, juste avant de détruire la prairie comme telle, on a pris les dernières photos là, en profondeur. Vous voyez la photo ici, c'est indiqué profondeur 67 cm. Donc, c'est quand même relativement profond dans le profil de sol. Et ce qu'on voit sur la photo, ben, c'est le sol, mais surtout la partie blanche, plus claire, c'est une racine de luzerne, finalement, qui passait par là, au niveau, le long du tube qui est inséré dans le sol. Donc, on voit qu'effectivement, en profondeur, la luzerne est bien connue pour s'enraciner profondément. Là, on voit qu'elle s'était enfoncée dans le sol à cette profondeur-là. Donc, à l'automne, on a détruit la prairie comme telle et on est revenu le printemps suivant avec du maïs. Donc, on a semé le maïs. Si on est retourné exactement au même endroit, donc à la fin juin, et ce qu'on a vu, c'est que finalement, il n'y avait pas de racine, mais l'espace a été libéré, c'est-à-dire que la racine de luzerne était complètement décomposée, et là, on avait un biopore, donc un pore formé par une racine qui est morte et a été décomposée. Donc, on voit que le biopore, lui, peut se maintenir, même une fois que la racine est décomposée. On était en début de saison, quelques semaines après le semis, donc on ne s'attendait pas non plus à avoir des racines de maïs à cette profondeur-là. Mais en revenant vers la fin de l'été, ce qu'on a vu, c'est qu'à cet endroit-là, suivant exactement le même chemin que laissé libre par la luzerne de l'année précédente, racines de maïs étaient rendues à cette profondeur-là. On est revenu au printemps suivant, encore au même endroit. Cette fois-ci, on a implanté du soya. Et vers la fin juillet, on voyait le biopore. Dans le fond, il n'y avait plus de racines de maïs. Il était complètement décomposé. Le biopore, lui, était toujours présent. Et à la fin de l'été, ben, on pouvait voir une racine de soya comme telle. Donc ça, ce que ça nous apprend d'abord, c'est que les biopores sont une voie euh, qui facilite l'enracinement profond des plantes, mais aussi que les biopores sont durables au cours du temps. Et puis, on a des preuves que certains biopores pourraient durer plus d'une décennie là, avant d'être brisés ou détruits. Et puis ça, ce sont des images là, de différents échantillonnages là, que je fais depuis une couple d'années chez les producteurs à l'automne, où il y a des couverts végétaux et puis qui montre, là, on voit souvent ça pour une carotte de sol, par exemple, ici, où on était rendu à 60 centimètres. Mais on voit des racines là, vivantes là, de plantes présentes, mais surtout qui passent par des biopores. Donc, à cette profondeur-là, la grande majorité des racines, là, plus de 80 des racines cheminent par les biopores à ces profondeurs-là. Puis ici, vous voyez une racine, bon, c'est un plant de trèfle rouge comme tel, ce qui est surprenant, c'est de voir que moi, j'ai creusé avec ma pelle pour environ 15 centimètres, puis en retirant la motte, ben, il en est venu 70 de long de racine. La racine était très délicate à sa pointe. Donc, pour que ça puisse être arrivé sans se briser plus court, ben, il fallait que cette racine-là soit dans un espace, dans le fond, plus grand que ce que la racine a besoin. Là. Donc, on voit que ça voyage là, à des grandes profondeurs par les biopores. Autre exemple imagé de l'importance de la structure du sol sur la croissance des racines, ça c'est sur un essai que je maintiens en place dans la région de Québec depuis 2009 où on
on impose différents types de travail du sol, à savoir un labour à chaque automne à la charrue versus un travail minimum, c'est presque un semi-direct, là, mais où on compare différents types de fertilisation. Puis ici, ben, c'est une photo que j'avais prise à la mi-juillet l'an dernier. On était en soya cette année-là. Et donc, à la mi-juillet, j'ai comparé les sols qui étaient labourés à chaque année versus les sols travaillés de façon minimale pour voir un peu l'état de croissance des plantes. Puis disons que c'est pas trop difficile, je crois, à voir les photos pour vous, de voir la différence. Donc, ici, on avait un sol très mal structuré ou déstructuré. Puis le même sol à quelques dizaines de mètres plus loin, avec une bonne structure comme telle, donc avec travail réduit. Donc, au niveau de la biomasse aérienne, on voit très bien que le développement était très différent. Puis, j'ai pris certains de ces plans-là dans les mottes aussi, puis j'ai dégagé les systèmes racinaires pour voir un peu comment était impacté, on va dire, le développement racinaire. Donc, vous voyez dans une situation de mauvaise structure versus bonne structure que le système racinaire est beaucoup plus développé dans un sol bien structuré. Donc, ça m'amène au deuxième point comme tel, couverture végétale et santé du sol. Parce que là, on a parlé de l'importance des racines comme telles, hein. Vous voyez que sont impliquées les racines à bien des niveaux, au niveau de la structure du sol comme tel, mais que la structure du sol en retour a des grandes conséquences sur la capacité des cultures à bien développer leurs racines. Donc, couverture végétale, parce que j'inclus à la fois les couvertures pérennes, donc les prairies, par exemple, prairies de fauche, les packages, etc., mais aussi les couvertures végétales que je qualifie de temporaires, c'est-à-dire des engrais verts en dérobés, par exemple, de culture à l'automne, etc. Premier point, c'est que ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a quand même une dichotomie assez importante au niveau de la capacité des différents systèmes racinaires à euh, augmenter la matière organique dans les sols. Donc, on voit que cette dichotomie-là est surtout entre les systèmes qui utilisent des plantes vivaces ou pérennes comme telles versus les systèmes qui vont utiliser davantage des pratiques de culture de couverture temporaire. Donc, comme j'ai dit, engrais verts à l'automne en dérobé d'une culture ou en intercalaire d'une culture principale, etc. On voit qu'il y a quand même une assez bonne différence dans la capacité. Donc, tout ça, ce sont des bonnes pratiques, mais il faut savoir que, quand même avoir en tête que le fait de pouvoir, par nos pratiques, inclure des cultures vivaces aide encore plus. Puis, dans le fond, c'est pas vraiment sorcier la réponse, c'est que par rapport à la photosynthèse des cultures, le carbone qui est fixé par la photosynthèse est alloué au système racinaire de façon assez différente, soit qu'on a une plante comme telle qui est vivace ou une plante qui est annuelle. Dans le cas des plantes vivaces, ben, il y a 30 à 50 du carbone fixé par la photosynthèse qui va être alloué aux racines parce que c'est la partie vivace de la majorité des plantes pérennes comme telles. Donc, il faut que les racines survivent au froid. Donc, on leur permet, dans le fond, d'accumuler davantage de carbone. Alors que pour les plantes annuelles, l'important, c'est surtout de produire la semence. Donc, la majorité, il y a beaucoup moins de carbone alloué aux racines, de l'ordre de 20 à 30 de la photosynthèse. Et là, on va voir un peu l'image aussi parce qu'il y a le fait que les plantes pérennes amènent davantage de carbone ou de matière organique dans le sol que les plantes annuelles. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des grandes différences d'une espèce à l'autre au niveau de la profondeur d'enracinement. Ça amène un peu le concept que les plantes fourragères, c'est vraiment très bon pour la santé des sols, mais de mélanger des espèces qui ont des systèmes racinaires très différents à enracinement plus superficiel ou plus profond amène aussi de grands bénéfices. Donc, c'est sûr que les cultures monospécifiques sont moins intéressantes au niveau santé des sols que les mélanges d'espèces. Puis ici, ben, vous avez des dessins à la main. Là, j'ai mis le lien ici si jamais des gens veulent aller voir plus en détail. C'est disponible là, gratuitement là, à l'adresse qui est indiquée.
Et puis, ce sont donc des dessins à la main qui ont été réalisés là, au début du 20e siècle par des chercheurs très patients qui dégageaient tranquillement le sol des systèmes racinaires, puis reproduisaient, là, dessinaient finalement ce qu'ils voyaient comme tel. Donc, vous avez pour différentes espèces qui sont cultivées ici, vous pouvez voir que les champions de l'enracinement profond, ben, il y a la fétuque élevée puis la luzerne en particulier. Trèfle rouge qui est quand même pas si mal. Mais au niveau des ramifications racinaires, le régras, même si c'est moins profond, est quand même très intéressant au niveau de on pourrait dire, de la densité racinaire dans la surface du sol. Pour les cultures de type plus engrais vert, là, ou culture de couverture temporaire, vous avez plusieurs espèces ici aussi. Et puis, on voit là que selon les espèces, on va avoir des enracinements plus ou moins profonds, mais aussi plus ou moins ramifiés. Donc, de combiner, ça amène encore une fois le point que de combiner, d'avoir des couverts ou des engrais verts multi-espèces ont vraiment des avantages pour la santé des sols, puis surtout pouvoir améliorer la santé des sols sur l'ensemble du profil de sol comme tel. Un exemple peut-être plus spécifique ici, justement, de mélange d'espèces comme tel, chez un producteur que je suis là, depuis une couple d'années. Vous avez au centre ici la photo du type de couvert végétal qu'on retrouve au mois d'octobre chez lui. Donc, il y a plusieurs espèces. Là. C'est un mélange, vous voyez, il y a de la veste, du pot autrichien, pois fourragé, trèfle incarnat, avoine, févrole, radis, navet, tournesol, facélie. Donc, vous voyez que c'est un mélange quand même complexe comme tel. Ça fait environ une dizaine d'années que c'est fait ça en dérobé d'une céréale d'automne, le blé d'automne essentiellement. Donc c'est cette année-là en particulier. Et puis, dans ces conditions-là, ben, la ferme en question, on a mesuré les densités apparentes du sol par rapport à la moyenne en grande culture là, de fermes voisines aux alentours qui n'ont pas ces pratiques-là. Puis, d'une part, on voit que la, la, la densité apparente du sol, que ce soit dans la partie superficielle ou même plus profonde, 30 à 45 cm, est toujours quand même entre 0,1 et 0,2 plus faible, ce qui est quand même une grosse différence en termes de densité apparente des sols. Okay? Chaque dixième de baisse de densité apparente là, a des grandes conséquences, dans le fond, en termes d'espace poral, on va dire, par lequel l'eau et l'air peuvent voyager. Puis la photo complètement là, à droite, ici, vous montre un peu la profondeur d'enracinement comme tel. On voit qu'on était dans les 60 cm là, et plus. On avait déjà des racines qui provenaient de certaines des espèces, dont le tournesol, là, qui était dans ce mélange-là, et qui avait été semé seulement environ 8 semaines auparavant. Donc, ça veut dire que déjà en 8 semaines, au mois, pour les mois d'août-septembre, où il ne fait pas si chaud que ça non plus, on avait déjà une excellente croissance racinaire là, dans ce sol-là en profondeur. Donc, ça veut dire probablement, ben pas probablement, on l'a vérifié, mais beaucoup de biopores présents, etc. Et donc, le fait que la densité apparente en profondeur soit quand même plus faible que chez les fermes voisines, ici, ben, c'est en bonne partie avec, on pourrait dire, la densité de biopores qui sont présentes là, dans ce sol-là. Donc, on va prendre un petit peu le temps de réfléchir un peu à pourquoi je m'intéresse tant aux racines comme telles des cultures, puis en particulier des cultures de couverture au Québec. Ben, c'est surtout pour leur capacité justement à venir injecter du carbone ou de la matière organique très biodégradable, même en profondeur, sans travail du sol. Comme je vous dis, je suis un certain nombre de fermes depuis 2 ans là, où je vais évaluer les biomasses racinaires de différents couverts végétaux établis en dérobé ou en intercalaire de certaines cultures. Puis j'ai les données ici, donc c'est dans le cadre du laboratoire vivant Racines d'avenir là, qui est piloté par l'UPA.
Et ici, ce sont un peu les valeurs, les moyennes des valeurs des données que j'avais obtenues à l'automne 2024. Les données 2025, je viens de les recevoir. Donc, malheureusement, j'ai pas eu le temps de les compiler. Mais en 2024, dans le fond, on a mesuré pour différents types de cultures de couverture établies soit en dérobé ou euh, qui avaient été établies en intercalaire de céréales de printemps. Les biomasses racinaires quand même assez variables selon le couvert, entre 0,2 jusqu'à 8 tonnes de matière sèche à l'hectare comme tel. Ça, c'était les biomasses aériennes, la partie aérienne. Si vous vous rappelez, au début de ma présentation, je vous ai dit que pour les parties aériennes des engrais verts, ben, c'était 12 à 23 de la biomasse initiale qui va servir à former éventuellement de la matière organique stable dans le sol. Donc, si on multiplie, soyons généreux, on va aller avec la valeur maximale là, rapportée dans la littérature. Si on multiplie par 23 ce 0,2 à 8,4, ben dans le fond, ça nous dit que les biomasses aériennes étaient susceptibles de former là, 46 à 1930 kg de matière organique stable par hectare pour ces biomasses-là. La moyenne là, des biomasses aériennes pour l'ensemble des sites était de l'ordre de 2,4 tonnes, donc pour une moyenne de 550 kilos de matière organique dans les sols éventuellement. Mais, comme je vous dis, moi, je mesure la biomasse racinaire aussi. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour les couverts, pour les biomasses aériennes, ben, on avait un équivalent de 1,4 à 3 tonnes de matière sèche par hectare sous forme de racines. Et comme c'est 45 la valeur moyenne attribuée là, aux racines pour former de la matière organique, ben, ça veut dire que on avait, dans le fond, dans ces différents sites-là, de 630 à 1350 kg de matière organique à l'hectare, pour une moyenne là, d'environ 1,9 tonnes à l'hectare de matière sèche de racines, donc une moyenne de 855 kg de matière organique par hectare. Donc, c'est plus élevé, dans le fond, que ce que les parties aériennes vont fournir ou apporter en termes de matière organique dans le sol. Et ça amène deux points de réflexion, à savoir, ce que vous remarquez aussi, c'est que l'écart, si vous voulez, entre les valeurs minimales et maximales est plus petit au niveau des racines par rapport aux biomasses aériennes, mais surtout qu'on part, si vous voulez, avec une longueur d'avance au niveau des biomasses racinaires, à savoir que les racines, en général, pour les couverts végétaux, vont se développer plus vite au début de la croissance que la partie aérienne, parce qu'il faut d'abord que la plante ait un bon système racinaire pour pouvoir ensuite alimenter une croissance aérienne. Puis deuxième point important, c'est qu'il faut savoir que les sécrétions racinaires, hein, j'ai parlé de la rhizosphère tout à l'heure, puis que les racines sécrètent un peu comme un robinet ouvert, ben, puis c'est pas comptabilisé ici dans mes calculs, mais on considère qu'environ la moitié de la biomasse racinaire qu'on mesure, euh, que l'équivalent de la moitié de ça devrait être ajouté comme sécrétion racinaire. Donc, ça veut dire que le 1,4 à 3 tonnes devrait être multiplié par 1,5 pour nous donner la vraie quantité réelle de matière organique qui a été produite par les racines. Maintenant, ça m'amène au dernier point comme tel, santé du sol et gestion de l'azote. Vous allez voir que dans le fond, on a un gros angle mort quand on parle de gestion de l'azote, et puis il est temps qu'on fasse la lumière là-dessus, et c'est en lien avec la santé du sol. Principe clé en agriculture, puis quand on essaie de contrer, si vous voulez, les risques environnementaux associés à la fertilisation comme telle ou aux apports en particulier d'azote. Ce qu'il faut savoir, deux points très importants, c'est que c'est pas l'excès d'azote qui va générer l'essentiel des pertes ou la dose totale, mais c'est la portion inutilisée. Donc, c'est la portion que la plante ne sera pas capable de prendre en charge de façon efficace comme telle. Donc, très important à retenir. Puis,
toute pratique qu'on va utiliser pour tenter justement d'améliorer l'efficacité de récupération de l'azote qu'on apporte aux cultures va réduire le risque des pertes. Donc ça c'est vraiment relié là, comme un peu phénomène de balance. Plus on est efficace, moins il y a de pertes, parce que c'est la partie inefficace de la fertilisation qui génère le gros des pertes. Puis, dans le fond, on peut résumer toutes les pratiques qui pourraient aider dans ce sens-là. Doivent être des pratiques qui vont nous permettre d'éviter une accumulation trop importante et ou trop prolongée de nitrates dans le sol, et aussi d'avoir des pratiques qui vont éviter la présence ou l'accès d'azote sous forme ammoniacale ou ammonium à la surface du sol. Maintenant, on regarde un peu en lien avec ça l'efficacité de prélèvement des engrais azotés. Il y a des études là, qui ont été faites, des études mondiales qui ont été faites pour essayer de voir en moyenne quelle est l'efficacité d'utilisation de l'azote qu'on applique sous forme de différents engrais, là, d'une part les engrais minéraux, mais aussi les engrais organiques. Euh, Qu'est-ce qui est récupéré par les plantes? On a vu à l'échelle mondiale pour toutes les formes de céréales mises ensemble, que ce soit des petites céréales ou du maïs, tout ça, en moyenne, 33 de l'azote des engrais minéraux est effectivement assimilé par les cultures l'année même. Ça dépasse très rarement 50. Quand on parle d'engrais organiques, que ce soit des engrais verts ou des effluents, ben, c'est encore moins que ça, parce que l'azote de ces formes-là n'est pas entièrement disponible l'année même. On sait qu'il y a des portions organiques qui vont se décomposer graduellement. Ils vont pouvoir amener de l'azote, mais sur les années subséquentes. Donc, il y a beaucoup de potentiel à l'amélioration ici. Puis, ben, on essaie autant comme autant de trouver les meilleures pratiques pour augmenter cette amélioration-là. Comme je l'ai dit, des pratiques qui vont permettre d'éviter l'excès prolongé ou le fort excès ou l'accumulation de nitrates dans les sols, ou d'éviter la présence d'ammonium à la surface du sol. Il y a différentes pratiques, hein, le fractionnement pré-semis, démarreur, post-levé, etc. Donc, fractionnement des apports, euh, c'est connu que c'est une bonne façon d'améliorer l'efficacité de l'azote. Euh, D'appliquer autant que possible les engrais, surtout les formes très disponibles là, d'engrais sur des végétaux en croissance, donc les prairies, les cultures intercalaires en dérobé à l'automne. Si c'est surtout des graminées, des crucifères, ça peut être des excellentes récupérateurs, on va dire, d'azote qui est appliqué à l'automne, par exemple, ou de résidus d'azote en post-récolte. Puis évidemment, ben, on essaie de trouver toutes sortes de moyens de pouvoir mieux ajuster la fertilisation en tenant compte de la fourniture du sol. Mais à travers tout ça, là, il faut favoriser le prélèvement de l'azote par la culture. Puis, de plus en plus, là, on parle de l'approche, par exemple, des 4B de gestion des nutriments. Puis ça, ben, ça inclut l'azote, évidemment. L'approche des 4B, dans le fond, ça dit qu'on cherche, dans le fond, à appliquer la bonne source de nutriments au bon taux, au bon moment et au bon endroit afin de générer des retombées économiques, sociales, environnementales souhaitées par toutes les parties prenantes de l'écosystème agricole. J'ai absolument rien contre ça. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que la gestion de l'azote, est-ce qu'elle se résume essentiellement à ces bonnes pratiques-là? Est-ce que c'est juste une question de gérer les apports comme tels? À mon avis, non. Puis, c'est là, dans le fond, qu'il y a un angle mort très important, c'est que il faut toujours garder à l'esprit que peu importe l'organisme terrestre auquel on pense, il y a trois besoins essentiels communs à tous les organismes terrestres, à savoir les nutriments, évidemment, on vient d'en parler, hein, les apports de nutriments, l'eau, mais aussi l'oxygène comme tel, très important. Puis, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que si on manque d'un de ces trois-là, ben, on va mourir. Puis si on manque d'oxygène, ça va prendre quelques minutes. Si on manque d'eau, ben, ça va être peut-être quelques jours.
Puis si on manque de nutriments, bien, ça va probablement prendre quelques semaines avant que la mort soit déclarée comme telle. Alors, il est quand même, quand on pense à ça, un peu surprenant qu'on mette directement l'emphase, puis de façon première, l'emphase sur les nutriments, sur l'apport de nutriments en premier lieu, alors que on dirait que c'est pris pour acquis un peu que, bon, ben, l'eau puis l'oxygène, les plantes vont se tirer d'affaire. Ça devrait aller. Ce qui n'est pas le cas. Puis, pour les plantes en particulier, ce qui arrive, c'est que oui, il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, il y en a suffisamment pour la respiration des parties aériennes des plantes, surtout la nuit, quand il n'y a pas de photosynthèse, la plante va absorber de l'oxygène pour respirer. Mais mis à part quelques rares espèces végétales, c'est pas la partie aérienne qui va fournir l'azote aux parties racinaires. Il faut vraiment que l'azote puisse diffuser dans le sol, pas l'azote, l'oxygène, excusez-moi. L'oxygène puisse diffuser dans le sol pour pouvoir ensuite être utilisé pour la respiration de la partie racinaire, et ça, jour et nuit comme tel. Donc, si on ramène un peu nos trois euh, éléments de base pour la vie, on se rend compte que dans le fond, à l'approche 4B, il en manque un. Il manque la bonne condition de sol comme telle à ajouter. Et ça, c'est essentiel comme tel. Un bon exemple ici, c'est un exemple, dans le fond, un site que j'utilise moi depuis une vingtaine d'années pour faire mes expériences. C'est un loam limoneux comme tel, qui est quand même bien structuré. On voit ici le profil de ce sol-là, hein, c'est un brunisol, donc on a un bel horizon euh, AP comme tel ici, une belle structure gris, donc riche en matière organique. On a une horizon B qui est plus ocre comme tel, donc on voit que le fer est bien oxydé. Ça, ici aussi, on a une belle structure de sol. Puis ensuite, ben, ça, c'est sur l'horizon C, qui est dans le fond du schiste là, qui se dégrade tranquillement. J'ai toujours eu des bons résultats avec mes essais, tout ça, dans ce sol-là, mais j'avais une collègue qui était juste à 100 mètres plus loin, sur exactement le même type de sol. Et dans le fond, elle fait de la recherche sur des plantes fourragères pérennes. Et puis, une année, elle avait de la luzerne d'implantée, tout ça. Et vers la fin de l'été, dans le fond, on s'est rendu compte que tout mourait. La luzerne mourait, là, ça brunissait, puis ça mourait. Donc, on est allé creuser pour voir, parce que c'est le même type de sol, exactement, même série de sols. Puis ce que je vous montre, la deuxième photo, ben, vous allez voir qu'au niveau de la coloration, des horizons, surtout l'horizon B, mais quand même, on voit aussi une différence au niveau A. L'horizon A, c'est très différent la coloration. Ça, ce sont des indications, dans le fond, là, surtout pour l'horizon B, de passer de ocre à gris très foncé, voire bleuté. C'est une question de différence d'oxygénation du sol comme tel. Donc, ici, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on a commencé par aller voir les analyses de sol, évidemment, pour savoir est-ce qu'on a un problème de disponibilité d'azote ou de phosphore ou de potassium, le pH, est-ce qu'il est bon, tout ça. Puis, sur papier, les analyses de sol qui avaient été faites étaient très bonnes. Donc, en principe, on avait un sol fertile. Mais la petite photo en haut à droite montre, là, dès qu'il tombait une fine pluie, l'eau flaquait en surface. Donc, moi, ça m'a donné l'idée justement d'aller creuser pour voir ce qui se passait. Et on a trouvé quand même des choses assez surprenantes, là. C'est-à-dire que la structure était complètement pulvérisée en surface et le sol était même bleu comme tel. Donc, ça, c'est du fer qui est réduit. Donc, du fer en absence d'oxygène est bleu, alors qu'en présence d'oxygène, il va être plutôt rouge ou jaune orangé comme tel. Donc, on comprend maintenant pourquoi l'horizon B aussi était complètement gris. Ici, c'était du bleu-vert comme tel. On trouvait des résidus de récolte qui avaient été cultivés plusieurs années auparavant, toujours pas décomposés à cette profondeur-là. Puis on voit même sur la photo là, du centre, là, un petit peu encore une zone rougeâtre à la base de l'horizon B. Puis on avait une semelle de compaction là, importante juste au-dessus. Donc, toute l'eau pénétrait dans le sol, mais s'arrêtait à la base de l'horizon B. C'était sec à l'horizon C. Donc, on avait en plus un gros problème de circulation de l'eau et de l'oxygène dans ce profil de sol-là.
La santé du sol, ça a un lien donc avec l'efficacité de l'azote comme tel, surtout par rapport à ce que nos racines sont capables de croître. Mais la source principale pour les cultures, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est l'azote du sol. Donc, on peut évaluer à la récolte quelle est la proportion de l'azote des fertilisants qui ont été utilisés versus l'azote qui était dans la réserve du sol, qui se retrouve dans la partie des plantes qui est récoltée. Et ce que j'ai trouvé, moi, dans plusieurs des études que j'ai fait au cours du temps, c'est que 10 à maximum 50 de l'azote des fertilisants, c'est-à-dire qu'à la récolte, dans la plante, il y a 10 à 50 maximum de l'azote dans la récolte qui provient des fertilisants, alors que de 50 jusqu'à 90 de l'azote présent dans la récolte, même dans des conditions excellente là, de fertilisation, ça va venir de la réserve du sol. Okay, donc, mais il faut comprendre aussi qu'au départ, il y a 4 à 10 tonnes d'azote dans les premiers 30 centimètres de nos sols au Québec. On considère que 1 à 3 là, c'est quand même assez grossier comme estimé, mais ça donne un ordre de grandeur de la fourniture d'azote par nos sols. C'est 1 à 3 de la réserve qui est mise en disponibilité annuellement pour les cultures. Donc, si on fait 4 à 10 tonnes fois 1 à 3 ça nous donne une gamme là, variant entre 40 et 300 kilogrammes hectares d'azote fournis chaque année par le sol comme tel. Est-ce que vos racines sont prêtes pour prendre ça en charge? C'est là qu'est toute la question, dans le fond. Puis, je vais vous montrer un peu des exemples. Là, pourquoi, pour terminer, pourquoi c'est important de se poser cette question-là, savoir est-ce que nos racines sont prêtes. On avait, par exemple, des essais avec des cultures de couverture en dérobé du Nord. C'est une expérience qu'on utilise, où on implantait différentes espèces de cultures de couverture et ensuite on les fertilisait soit avec 50 unités d'azote minéral ou l'équivalent là, de 50 kilos hectares d'azote disponible sous forme de lisier de porc. À la fin de la saison de croissance, donc au moment des premiers gels mortels, ben, on est allé récolter les biomasses comme telles de ces espèces-là pour voir combien elles avaient réussi à récupérer de l'azote appliqué là, sous forme d'engrais minéral ou de lisier de porc comme tel. On était agréablement surpris de voir que 54 à 98 de l'azote appliqué quelques semaines auparavant ben, était effectivement dans la biomasse des plantes, donc protégé, on pourrait dire, contre les pertes là, d'azote au cours de l'hiver parce qu'elles sont dans des tissus végétaux. Puis là, ben, évidemment, on se frottait les mains, on se disait ça annonce bien pour l'année prochaine, pour la fourniture d'azote à la culture suivante, qui était du blé de printemps. Mais on a été déçus parce que, dans le fond, à la récolte du blé, un an plus tard, on a réussi à retrouver dans la récolte comme telle moins de 10 comme tel de l'azote qui avait été appliqué au moment d'implanter les cultures de couverture. Donc, évidemment, on s'est demandé est-ce que ça veut dire que tout le reste a été perdu? Mais avec les outils que j'utilise, ben, on pouvait aller voir ce qui restait dans la réserve du sol. Et on a quand même été soulagé de voir qu'entre un tiers et deux tiers de l'azote appliqué au départ le premier automne était toujours présent dans la réserve du sol un an plus tard à la récolte du blé. Ce qui veut dire que c'est donc via des arrière-effets dans les années qui vont suivre que cet azote-là va graduellement retourner en disponibilité aux cultures. Et que donc, la fourniture d'azote par le sol, il faut comprendre que d'une part, il faut trouver un bon moyen de nourrir le sol pour renouveler sa réserve, pour qu'il puisse nourrir les cultures, mais que la contribution du sol via l'arrière-effet, il y a un décalage dans le temps. Puis donc, la contribution se fait souvent au-delà de la première année qui suit l'engrais vert, bien important. Et il faut garder en mémoire à savoir, est-ce que l'état de santé de mon sol est assez bon pour que mes cultures se développent bien et soient à même d'aller chercher tout cet azote-là libéré par les sols. Autre aspect, mais plus pour les cultures pérennes. Donc, j'ai dit tout à l'heure là, que les plantes, les cultures pérennes, les cultures fourragères sont particulièrement intéressantes pour la santé des sols, mais également pour la fourniture d'azote par les sols. On a des expériences à long terme qui sont en place, là, qui comparent des rotations de cultures annuelles avec des rotations de ces cultures annuelles-là, mais où on insère
une période en prairie. Puis pour les cultures annuelles en continu, ici c'était toujours des différentes céréales en continu, ben, au bout de 21 ans, là, on ne trouvait pas de carbone du lisier qui avait été appliqué, qui était toujours présent dans le sol. Mais quand on était dans cette rotation-là où il y avait une prairie d'insérer en cours de rotation, ben, 36 du carbone des lisiers était retenu dans le sol. Donc, on a compris que dans le fond, il y avait un peu une synergie entre les lisiers des productions animales et les prairies, parce que dans le fond, elles ont un système racinaire qui est constamment présent en vie et donc à même de prélever rapidement et efficacement euh, les nutriments du sol. Et puis, ce qu'on a vu là, ici, évidemment, c'était pour le carbone du sol ou la matière organique, mais on trouvait exactement la même chose pour les réserves d'azote du sol, qui dans les sols où on avait une rotation avec la prairie, étaient les plus élevées. Puis, c'était maximal dans le cas où c'était des lisiers de bovins qui étaient essentiellement appliqués dans ces systèmes-là, versus les systèmes où il y avait aussi des engrais minéraux, là. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a une prairie avec des fumiers, c'est là qu'on va maximiser la réserve d'azote dans les sols comme tel. Et la dernière étude que je vous présente avant de terminer, elle a démontré que justement, cette réserve-là a une grande importance sur la fourniture d'azote aux cultures qui vont suivre les prairies. Donc ici, on avait un essai qui avait déjà 25 ans d'âge comme tel, où on comparait trois systèmes de culture, à savoir une rotation de différentes annuelles avec des engrais minéraux essentiellement et un labo à chaque automne comme tel, donc un système très conventionnel qui nous servait de référence. Puis en parallèle, on avait côte à côte un système où on avait la même rotation d'annuel, toujours, mais où une partie des engrais minéraux était remplacée par 20 tonnes hectares de fumier annuellement. Et le troisième système était une rotation d'annuel, mais où on insérait 3 années de prairie sur 6 ans de rotation et où on avait toujours le 20 tonnes hectares de fumier là, appliqué annuellement et on complétait les besoins avec des engrais minéraux. Donc, au bout de 25 ans de ces trois systèmes-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la quantité d'azote de la réserve du sol, N total, pour le système d'annuel, mais où on a utilisé du fumier pour la fertilisation, on avait 20 plus d'azote dans la réserve du sol. Et dans le système où, en plus, on incluait une prairie dans la rotation, on avait 50 plus d'azote dans la réserve du sol. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a mesuré l'année qui a suivi cette mesure-là, on revenait en maïs partout. Donc, on a pu comparer on pourrait dire la récupération de l'azote du sol dans le maïs à la récolte. Et là, donc, l'arrière-effet. Et là, donc, on a été vraiment très surpris de voir que la capacité du sol à fournir de l'azote au maïs était plus que proportionnelle à l'augmentation de la réserve. Donc, pour 20 de plus d'azote dans la réserve, on doublait les quantités d'azote fournies au maïs par le sol. Ça, c'est vraiment juste les quantités d'azote fournies du sol. Et ça veut dire qu'avec les fertilisations, ben, il y en avait encore plus. Puis dans le système où on combinait prairies et fumier, ben pour 50 plus d'azote dans la réserve, on quadruplait la quantité d'azote fournie par le sol et retrouvée dans le maïs à la récolte. En fait, on avait au-dessus de 200 kilo-hectares d'azote provenant du sol dans le maïs récolté. Donc, en résumé, dans le fond de tout ce qu'on vient de dire, je sais que c'est beaucoup, là, je vous envoie ça un peu de façon, je vous mitraille un peu, mais en résumé, améliorer puis maintenir la santé des sols, c'est tributaire d'apports réguliers de matière organique. C'est vraiment, on pourrait dire, le carburant de la santé des sols. Puis les sources de matière organique, c'est important à considérer, sachant que les racines sont la meilleure source à favoriser, donc de trouver des façons, des pratiques pour avoir le plus possible des plantes avec des racines vivantes dans le sol. Une couverture végétale vivace, ben, ça va maximiser ces bénéfices-là pour la santé des sols. Mais les cultures de couverture temporaire, on va dire en dérobé ou en intercalaire,
sont pas à négliger. Ils aident quand même à tendre vers le scénario de couverture végétale en permanence. Et les mélanges d'espèces, ça va aider à améliorer, maintenir une bonne structure de sol, macroagrégation en surface, biopore en profondeur, et puis ça va stimuler l'activité microbienne, hein, surtout au niveau de la rhizosphère. Donc, on voit un peu comment tout ça est interrelié. Les couvertures végétales, ça aide à mieux gérer l'azote. On vient de le voir, ça va permettre de capter plus efficacement l'azote résiduel ou qui est appliqué, par exemple, à l'automne en post-récolte. Ça permet de créer et de maintenir des biopores en profondeur pour un meilleur développement des racines, meilleure efficacité de prélèvement de l'azote, mais meilleure résilience face aux sécheresses aussi, parce que les racines profondes vont permettre de prolonger l'accès à de l'eau durant les périodes sèches. Puis, ça augmente la réserve et la fourniture d'azote par le sol. Il faut apprendre à utiliser cette réserve-là. Mais derrière tout ça, se cache un angle mort. Il faut ne jamais oublier, savoir est-ce que j'ai des conditions de sol qui sont suffisamment bonnes pour que les cultures dont je veux qu'elles profitent de la fourniture d'azote, il faut que ces cultures-là aient un système racinaire prêt à entrer en action quand l'azote arrive. Et c'est par le biais de la santé des sols qu'on y arrive.